Excellences, Monsieur l'ambassadeur d'Allemagne, Messieurs les ambassadeurs, Messieurs les ministres d'État, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs. Les grandes conférences catholiques ont l'honneur et le plaisir de recevoir ce soir Monsieur Staffan de Mistura, ancien ministre des Affaires étrangères de la République italienne, ancien envoyé spécial du secrétaire des Nations Unies en Syrie, en Afghanistan, en Irak et au Liban. Monsieur Staffan de Mistura a choisi comme titre de sa conférence à notre tribune « Tordre le bras du diable » avec un point d'interrogation. Il sera présenté par le professeur Tanguy de Wildesmal, professeur à l'Université catholique de Louvain. La conférence de ce soir prendra un format un peu particulier. Après un exposé de Staffan de Mistura dans une première partie, la conférence se poursuivra sous la forme d'un dialogue entre notre orateur de ce soir et le professeur de Wildesmal. Soyez rassurés, cette formule ne rallongera pas la soirée. La conférence se terminera à 22h. Monsieur de Mistura et le professeur de Wildesmal s'y sont engagés. À cet égard, je vous dois des excuses. Je vous dois des excuses pour la dernière conférence qui s'est terminée à une heure presque indue, en tout cas beaucoup trop tardive, plus tardive que l'horaire prévu avec notre conférencière en tout cas. Peut-être celle-ci était-elle restée un peu dans la lune. Avant de céder la parole à M. de Mistura et à son présentateur, permettez-moi de vous rappeler notre prochain rendez-vous qui ne figure pas dans notre programme papier, donc il faut être attentif. Pour la 7e et dernière conférence de cette saison, nous nous retrouverons le lundi 9 mars prochain à 20h30 dans cette même salle. Nous accueillerons à cette occasion M. Pascal Lamy, ancien directeur général de l'Organisation mondiale du commerce, président de la Fondation Jacques Delors. M. Lamy a choisi comme titre de sa conférence du 9 mars prochain « Une Europe souveraine » avec un point d'interrogation. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, nous avons le privilège de recevoir ce soir à la fois un grand diplomate, un habile négociateur, un fin connaisseur de l'ONU et de la scène internationale. À lui seul, M. Staffan de Mistura incarne l'objectif quelque peu mythique de l'Organisation des Nations Unies. Maintenir et au besoin rétablir la paix et la sécurité internationale, mais dans le même temps protéger les populations civiles, trop souvent victimes collatérales des conflits. Enfin, l'objectif final étant d'unir les peuples pour un développement humain harmonieux. M. de Mistura est suédois par sa mère. Et dans cette optique, notre orateur de ce soir s'inscrit dans une lignée héroïque de la diplomatie scandinave, celle qui, au cœur des conflits, met sa neutralité au service des populations civiles et de la recherche de la paix. Bien sûr, on pense ici d'emblée à Raoul Wallenberg. Raoul Wallenberg, à Budapest, sauve des milliers de juifs hongrois de la déportation avant de disparaître à jamais dans les caves de la sinistre Lubjanka à Moscou. Ou encore Folke Bernadotte, le premier médiateur de l'ONU en Palestine. Chargé de faire cesser les combats pour appliquer le plan de partage, Bernadotte fut assassiné à Jérusalem par des extrémistes juifs. Malgré les menaces, il avait refusé le gilet pare-balles, persuadé de l'immunité du négociateur. On pense enfin à Dag Hammarskjöld, le secrétaire général de l'ONU, inlassable pour tenter d'apaiser les tensions consécutives à l'indépendance du Congo et dont l'avion s'écrasa mystérieusement. Vous l'aurez noté, ces 3 personnes sont décédées en accomplissant leur mission. D'autres alors se sont levés pour reprendre l'étendard de la paix, bien conscients des risques encourus. Staffan de Mistura est de ceux-là. Il sait qu'en 2003, à Bagdad, l'envoyé spécial de l'ONU
a été victime d'un attentat. Mais en 2007, Staffan de Mistura met ses pas dans ceux de son collègue défunt Sergio Vieira de Mello. À son tour, en Irak, il foule le sol pour reprendre une mission de pacification malgré l'émergence de la pieuvre djihadiste hydre à mille têtes. Mais cette rigueur morale suédoise, volontariste, pacificatrice, ne serait rien sans un petit complément. Staffan de Mistura bénéficie aussi d'un alliage latin, méditerranéen, italien par son père. Cela lui procure une créativité, une audace politique, une inventivité institutionnelle pour résoudre les crises d'apparence insolubles. Ici aussi, il s'inscrit dans une lignée, la lignée transalpine, celle de Benoît XV, qui tente l'impossible, une paix des braves pendant la Première Guerre mondiale. Celle d'Alcide de Gasperi, qui réussit, lui, l'impensable, la réconciliation des ennemis et l'intégration européenne. Plus près de nous, notre orateur peut s'inspirer de Aldo Ajello, diplomate italien précipité dans les inextricables conflits du cœur de l'Afrique et qui parvint à imposer la paix au Mozambique. Vous le savez, notre orateur s'est impliqué dans une vingtaine de missions pour l'ONU ou pour ses agences. Il suffit de citer quelques exemples pour mesurer l'ampleur de la tâche. Le Liban, l'ex-Yougoslavie, l'Irak, l'Afghanistan et enfin la Syrie. À chaque fois, dans ces endroits, il y a une difficile équation à résoudre. Sauver des vies, protéger les populations civiles, mais veiller à ce que cette action humanitaire ne soit pas le prétexte de l'inaction politique. Avec son indépendance, Staffan de Mistura s'y emploie. Il y a, vous en conviendrez, des lieux plus paisibles pour exercer son métier. Un journal américain classera donc le rôle de représentant spécial de l'ONU parmi les 10 métiers les plus difficiles au monde. En 2011, cette expertise diplomatique fut également mise au service de son pays, l'Italie. Dans le gouvernement d'experts destiné à redresser les finances du pays, mis sur pied par Mario Monti, Staffan de Mistura devient vice-ministre des Affaires étrangères. On aurait pu croire qu'il s'agissait là d'une ultime étape, prélude à une retraite bruxelloise bien méritée. Rien n'en fut. L'ONU avait besoin d'un successeur à Kofi Annan et à Lakhdar Brahimi. Ces deux grands personnages avaient tenté de dénouer les chevaux syriens. Vous étiez, monsieur le ministre, l'homme indiqué, celui des missions humanitaires d'urgence et des conflits complexes à dénouer. Mesdames et messieurs, quand Staffan de Mistura entend tordre le bras du diable, comme il le dit, ce diable incarne la mort de populations innocentes qu'il faut éviter. Mais les dictateurs sont aussi des diables, avec lesquels les diplomates sont obligés d'entrer en contact. Comme le dit le proverbe, si vous consentez à déjeuner avec le diable, c'est avec une longue cuillère qu'il faut se présenter pour garder ses distances, mais négocier encore et toujours. Monsieur le ministre, connaissant votre faculté à partager votre expérience de négociateur subtil et habile, c'est avec grand plaisir que je vous donne la parole ce soir aux Beaux-Arts pour la grande conférence.
Merci, cher professeur, merci, cher président, pour cette occasion. Je suis vraiment ravi, croyez-moi, d'être ici ce soir. La Belgique et Bruxelles sont devenus très importants pour moi. Tout ça est grâce, évidemment, à une arme secrète assez efficace que la Belgique a, les charmes d'une dame belge. Geneviève, qui a décidé d'avoir le courage de me marier et qui m'a donné la chance de découvrir la beauté et la sagesse de ce pays. Moi, je ne voulais pas être un diplomate au commencement, je voulais être un pompier. Et quand on était enfant, on a toujours des rêves. On veut faire les dentistes, les pilotes. Moi, je voulais faire les pompiers. Mais après quelques années, j'ai compris que c'était mieux peut-être de devenir médecin. Et là aussi, ça n'a pas marché parce que mon père, très efficacement, m'a convaincu qu'en parlant 5 langues à cette époque, on pouvait utiliser mieux les langues en faisant quelque chose de différent. Et donc, la solution était docteur, médecin des pays où il y a beaucoup de gens, des pays malades. Et c'est dans ce domaine que je me suis spécialisé. Mais comme chacun de vous, chacun de nous a un moment dans lequel on a ou une personne, ou une motivation, ou un événement qui nous réveille. Dans mon cas, c'était un cas que le professeur connaît bien parce qu'on a parlé de ça dans le passé. C'était quand j'avais 19 ans et j'étais à Chypre comme volontaire de l'ONU et j'ai vu en face de moi pour la première fois dans ma vie quelqu'un mourir. Mais pas mourir normalement, tué par une balle d'un tireur caché derrière une maison sur la ligne verte qui divise les Grecs et les Turcs. C'était un enfant de 8 ans, il jouait à balle, football, et tout d'un coup il tombe par terre, un petit trou ici, mort. J'éprouvais un tel outrage, outrage qui a marqué ma vie jusqu'à aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé pendant ma vie professionnelle et personnelle de pouvoir faire tout ce que je pouvais, me spécialiser dans tous les domaines dans lesquels ça puisse être utile pour en effet rendre, pas la vie, mais l'agenda compliqué à tous ceux qui décident de faire la guerre, pas en tirant entre les soldats, mais en tirant aux civils. Et Dieu ne sait pas combien, vous savez très bien, dans les dernières guerres, les civils étaient beaucoup plus de victimes que les militaires eux-mêmes. La guerre en Syrie est un exemple éclatant de ça, mais tous les derniers 20 ans. Et ça devient de pire en pire. Donc, c'est là où je me suis spécialisé. Alors, ce soir, on a l'occasion de rentrer dans les détails peut-être sur la Syrie et l'Afghanistan ou d'autres pays où j'étais grâce aux questions du professeur. Donc je me permets plutôt d'utiliser ce temps à ma disposition pour vous partager 2 leçons que j'ai apprises moi-même, données par des personnes très particulières et qui m'ont aidé à ne pas lâcher pendant ces 47 ans jusqu'à présent, dans lesquels je me suis occupé d'essayer de tordre les bras au diable, jamais les casser, mais tordre, oui, en faisant ce qu'on pouvait pour essayer d'aider les civils, malgré le fait que la guerre continuait, parce que les guerres, de temps en temps, est difficile de les arrêter. Venez avec moi maintenant, et volé avec moi quelques années derrière, et nous allons au Soudan, grand pays africain. Nous parlons des années 86, 85, 87. La guerre civile divisait les pays. Au nord, Khartoum, la capitale islamique, arabe. Le sud, Djouba et l'entour, des tribus Dinka, Chiluk, Nuer, animistes ou chrétiens. Les sudistes voulaient l'indépendance. La guerre était cruelle. Elle était surtout cruelle vis-à-vis des civils, où on utilisait beaucoup la famine comme moyen de guerre. La ville de Djouba était encerclée, et encerclée par la guérilla,
un type qui s'appelait John Garang. Mais dans la ville, il y avait 300 000 personnes et une garnison. La garnison bien nourrie, naturellement, jamais vu des garnisons pas bien nourries, et la population affamée. Et c'était les locaux. Les guérillas avaient trouvé et obtenu une batterie de missiles antiaériens. SAM-7, on les appelait, donnés par des pays de l'Est. Ce sont des missiles qui arrivent et qui cherchent la chaleur du moteur, entrent dans les moteurs et détruisent l'avion. Ils avaient seulement une batterie, mais efficace, jamais vue avant. Et d'ailleurs, un avion abattu, civil. Les militaires continuent à voler, mais seulement pour amener de l'aide à la garnison. La population, non. À ce point-là, je décide, il faut se mobiliser. On se mobilise, on commence à trouver un moyen pour aider la population. Donc, j'ai fait une demande d'offre, un appel international à laquelle la Belgique a répondu aussi. Et chaque pays qui nous a donné de l'aide financière pour louer un avion, un C-130. On lui a mis toutes les couleurs des différents pays qui ont aidé cette opération. Donc, opération arc-en-ciel, chaque couleur. L'avion était prêt. Et on était prêt de partir. J'annonce que l'avion doit partir, j'annonce la ligne comme ça que la guérilla sache où on allait. Et tout d'un coup, le chef de la guérilla annonce publiquement à la BBC, on va vous abattre. Vous êtes en train de rompre les sièges. Et en même temps, le gouvernement, furieux, vous êtes en train de faire ce que nous, on ne fait pas, on ne veut pas faire, on ne peut pas faire, et vous voulez faire pour nous? Humiliant. Et l'ONU, à New York, Monsieur de Mistura, vous exagérez un petit peu là. Les gouvernements commencent à se fâcher, c'est pas bien, vous savez, vous pourrez être PNG, persona non grata, chassé. Et en même temps, j'avais aussi la MEB, à cause de la situation de l'eau là-bas. Rien bougeait. J'étais vraiment déprimé. Je me disais, mais au nom de Dieu, j'essaye de faire quelque chose d'utile. Ils semblent tous contre moi, y inclut l'ONU qui me dit « calmez-vous ». Et c'est là, photo numéro 1, s'il vous plaît, une dame apparaît à mon bureau. Elle était petite, déterminée. J'étais sur mon bureau et j'étais en train de regarder mes papiers, surtout les messages de l'ONU en disant « attention ». Et elle rentre avec une autre sœur qui s'appelait Myrtilla. Elle me dit, hier j'étais avec le pape à Castel Gandolfo et lui il entendait à la BBC qu'il y avait des gens qui essayaient de sauver la ville de Djouba. Il m'a dit, dans votre vol pour aller à Nairobi, pourquoi vous ne vous arrêtez pas, Madame Teresa, à Khartoum, à essayer d'aider ce groupe de gens qui quand même essayent de sauver une ville? Je suis là. Moi, je ne croyais pas mes yeux, évidemment. Jamais vu, j'attendais jamais de voir Madame Teresa de Calcutta dans mon bureau. Et elle ne perd pas du temps. Immédiatement, elle me dit, expliquez-moi quel est le problème. À ce point-là, je prends une map du Soudan, je commence à expliquer le nord, le sud, animistes, catholiques, chrétiens, les arabes, l'aide occidentale, les missiles. Trop compliqué. Trop compliqué ici. Dites-moi, qui vous arrête à partir? Je dis, les guérillas, ils veulent m'abattre. Bon, on appelle immédiatement le chef de la guérilla, appelez-le. J'ai dit, bon, je ne peux pas vraiment, parce que le chef de la guérilla est dans la jungle avant tout. Et deux, si je lui parle, je les rencontre, je suis immédiatement renvoyé par le gouvernement, qui déjà est irrité avec moi. Et en tout cas, le problème pour moi, c'est de faire partir l'avion. Et le gouvernement ne veut pas. Ah bon, pas de problème. On appelle immédiatement le président du Soudan. Appelez. Bon, je ne peux pas parce qu'il n'est pas là. Comment il n'est pas là? Très déterminé, hein? Petite, déterminée, claire. Et il n'est pas là parce qu'il est en visite officielle aux États-Unis. Il s'appelle Sadiq El-Mahdi à l'époque. Ah bon? Ah, d'accord. Très facile alors. Appelez Ronald. Parce qu'il est vraiment adorable. Il est gentil, Ronald Reagan, et sa femme Nancy, vraiment adorable. Appelez-le, ils vont immédiatement répondre à votre question.
je n'avais pas un téléphone portable. Il y avait une grande radio à cette époque dans ma centrale là, avec laquelle je pouvais parler via radio avec, en effet, Zurich, qui me mettait dans les lignes téléphoniques des différents pays quand c'était nécessaire, mais compliqué quand même. Donc je me mets avec Zurich, je demande les contrôles téléphoniques de la Maison-Blanche. La réponse est pas amicale, immédiate. Oui, qu'est-ce que voulez-vous? Je dis, bon, je m'appelle Stéphane de Mistura, je suis ici avec Mère Teresa au Calcutta, Khartoum, qui voudrait parler avec le président Ronald Reagan. Silence total. Puis ils disent, écoutez, aujourd'hui déjà, Julius César a appelé Napoléon, et maintenant, après Napoléon, c'est Mère Teresa au Calcutta qui prétend appeler des Khartoum. Je dis oui, elle n'est pas nécessairement toujours à Calcutta. De temps en temps, elle voyage, elle est à Khartoum. Écoutez, je n'ai pas du temps à perdre, je vous passe les bureaux contrôle, l'officer in charge, desk officer, lequel me dit, j'ai compris, je n'ai pas du temps, moi non plus, à perdre, mais vous avez une question à répondre. À quelle heure, quel jour, quelle localité Madame Mère Teresa Calcutta a rencontré pour la première fois le président Reagan. Heureusement, il y avait Myrtilla, sœur Myrtilla, encore plus petite que Mère Teresa, mais efficace comme tout. Avec un grand livre vert, il commence à tourner les livres, la page, et il dit, une certaine date, je ne me souviens pas, 5 février, disons, une certaine date, une certaine heure, une certaine localité à Washington. Ces points-là, petit silence, et pour la première fois, il me traite avec politesse. Yes, sir. Pas mal pour commencer. Et je voudrais à ce point-là vous demander quelle est la dernière occasion, dans laquelle Madame Nancy Reagan, mariée à POTUS, vous savez qui est POTUS? Dans les codes américains, je ne le savais pas, mais je pensais que c'était un nom privé, non? C'est les codes des Américains à la Maison-Blanche pour dire President of the United States of America. So, POTUS. Et à quelle heure elle a vu pour la dernière fois Mère Teresa of Calcutta? Encore une fois, Myrtilla. Et Sœur Myrtilla trouve c'était à New York pour l'inauguration d'une église. Résultat, très sérieux. Thank you, sir. I will call immediately the president who is mobile. Bon, quelques minutes, ils disent, the president est tout à fait d'accord, il est prêt à parler avec Mère Teresa of Calcutta, mais dans 1 heure exacte, c'est lui qui va appeler à l'ambassade américaine. Dernière occasion pour vérifier, évidemment, l'identité des personnes, moi et Mère Teresa. Parce que pour entrer à l'ambassade, il faut montrer un passeport, quelque chose. Donc, c'était le dernier vrai contrôle pour éviter un malentendu. Donc, je prends Mère Teresa dans ma voiture, une vieille Peugeot de l'ONU World Food Programme. On court à l'ambassade des États-Unis, fermée. C'était 7 heures le soir, une petite lumière et une marine. J'ai dit, où est l'ambassadeur? Il me dit, il est à la cocktail de l'ambassade autrichienne la journée nationale. Je prends Mère Teresa toujours en voiture avec moi, Myrtilla derrière. On arrive finalement à l'ambassade d'Autriche. Je cours dans les cocktails qui étaient ouverts dans la chaleur des Khartoum. Et j'arrive chez l'ambassadeur George, qui s'appelait le premier nom. George, dans 47 minutes, ton président appelle à l'ambassade. George me regarde et me dit, écoute Stéphane, tu sais qu'ici la chaleur est remarquable en Khartoum. On m'a dit qu'avant de partir des États-Unis, à cause de la chaleur sec, on a une déshydratation remarquable. Les premiers symptômes, c'est des crampes aux jambes, c'est des hallucinations et puis il y a la mort. Donc, prends des pilules de sel que j'ai toujours avec moi, comme ça tu peux récupérer. Je dis, dans 43 minutes, je pense que c'est toi qui vas prendre les pilules si tu ne viens pas avec moi. Mais non, viens avec moi, je te porte. Et je l'ai porté à voir Mère Teresa qui était dans la voiture, assise, nerveuse, pas contente. Il la voit comme ça,
il a presque un choc. L'ambassade ouverte, lumière partout, tous les Marines, Madame l'ambassadrice, toute l'équipe de l'ambassade, tous en regardant les téléphones qui étaient en face de nous sur la table, attendant le président Reagan. Et Mère Teresa, incroyable. Elle prend la parole et elle dit, bon, en attendant, il faut quand même faire quelque chose. Prions ensemble. Faisons les rosarios, Ave Maria, tout. Donc, tous les gens, même ceux qui ne savaient rien, même les marines qui prétendaient de le faire, tous avaient Ave Maria avec Mère Teresa, jusqu'à quand finalement le téléphone sonne, et l'ambassadeur se jette sur le téléphone et dit « Oui, c'est moi, je m'appelle George Simpson, oui, enchanté de vous parler, enchanté, oui, elle est là, enchantée. » Parce que normalement, l'ambassadeur à Khartoum, le président des États-Unis, ce n'est pas chaque jour. Hein. Et finalement, il les passe à Mère Teresa, laquelle parle sérieusement, fermement avec lui. On entend ce qu'elle dit, mais pas ce qu'a dit l'ambassadeur, le président. Et puis, on demande, alors, Mère Teresa, qu'est-ce que c'était? Ah non. Il a dit qu'il était complètement prêt à aider pour que l'avion parte et que le président Sadiq el-Mahdi et Soudanais étaient chez lui, mais il était parti déjà. Ah bon? Mais il a dit qu'il va envoyer son député, je la cite parce que ce n'est pas courtois, mais elle, évidemment, ne le connaissait pas, un certain George Bush, ils disent, qui va être envoyé à New York par lui pour rattraper en extremis Sadiq el-Mahdi, qui sera dans l'hôtel à New York. Bon, et elle dit, et vous m'envoyez un téléx, très précis, Mère Teresa. Les téléx arrivent le jour après, elles disent très clairement, chère Mère Teresa, j'ai fait ce que vous avez dit, j'ai envoyé mon vice-président, il a parlé directement avec Sadiq el-Mahdi, il lui a expliqué la chose de l'avion qui ne peut pas partir, et Sadiq el-Mahdi a dit, mais non, il doit y avoir un malentendu, mais c'est évident qu'on a toujours voulu faire partir. Mais évidemment, c'est des citoyens soudanais. Et cet jeune monsieur, enfin jeune soi-disant, j'avais presque 40 ans, dès qu'il voulait aider la population de Djouba, évidemment, on les fait partir. Résultat, les jours après, on a préparé 2 avions. Un avion, celui-là, fameux, arc-en-ciel, on l'a fait partir avec une grande cérémonie, mais vide. On l'a fait voler haut, très haut, mais à midi, quand la chaleur est énorme et quand les types sur la batterie des missiles sont fatigués, pas très bon, à midi, le soleil contrôlé, tout ça, et pour les attirer l'attention. Et les seconds avions, parce qu'à l'ONU, on est naïf, mais pas stupide, on a utilisé un autre système, une DC-9, avec Mère Teresa à bord, plein d'aides alimentaires, moi-même, et on est descendu très bas, et à la dernière 700 000 mètres, on est arrivé directement à l'aéroport, atterri, et les sièges étaient coupés. Jamais après, Djouba a été siégé. Ça est une leçon que Mère Teresa a donnée à moi, et je passe à vous, qui était la vérité simple. Il faut rendre la vérité simple. Dans une période, dans une époque où fake news, quand démagogie, quand message vient d'un côté à l'autre, il faut essayer d'aller direct à la vérité et trouver qui et pourquoi les choses ne marchent pas et essayer d'arriver à eux. Elle m'a appris ça. Second épisode. On va dans une autre époque, on est 1989. Cette fois-ci, on est en Kosovo, dans les Balkans. Kosovo était en train d'être massacré par les milices de Milosevic parce que l'Europe, l'OTAN, avait décidé d'intervenir dans ce qu'était la tragédie du Kosovo. Pour se venger, les milices de Milosevic avaient, à part le fait de brûler beaucoup de maisons et tout ça, commencé à chasser la population violemment. La population, surtout femmes, enfants, vieux et quelques hommes. Les plus jeunes, on les tenait prisonniers
parce qu'il ne devait pas pouvoir devenir des combattants à l'extérieur. Et tous les gens marquaient bien, on lui enlevait tout. La bague du mariage, les certificats de naissance, les documents qui pouvaient prouver qu'ils appartenaient à un village ou qui appartenaient à une famille. Il pouvait seulement partir avec un petit sac. Et vite, autrement on lui tirait. Et on avait des convois, des files des gens, des milliers par jour, qui arrivaient à Kukës, à la frontière avec l'Albanie, dont on avait préparé des camps de réfugiés pour les accueillir. Mais ils arrivaient 10 000, 12 000 chaque jour. Et entre la frontière albanaise et la frontière du Kosovo, il y avait à peu près presque 800 mètres de no man's land, c'est-à-dire une terre neutrale, ouverte. Et sur la colline, là en haut, il y avait 2 snipers. Et quand la colonne arrivait, j'avais noté qu'ils tiraient par terre à peu près à moitié pour les terroriser jusqu'à la fin. Et 2 fois dans 7 jours, ils avaient même blessé à la jambe une dame et un monsieur âgé. Nous, on était prêts avec toute une chaîne de soutien à l'arrivée de la frontière, derrière des sacs de sable. On avait du lait, du thé immédiatement, une couverture, et puis des médecins, des infirmiers qui pouvaient décider qui était plus affaibli par la longue marche et des blessures et des fatigues, et aller dans un ou l'autre des 4 camps disponibles à ce moment. Évidemment, on les envoyait pas sur la base de leur famille, mais sur leurs besoins et l'availabilité sur les camps. Retournons aux 2 horribles types qui tiraient là. J'étais tellement fâché de ça, parce que c'était vraiment jusqu'au bout, jusqu'aux dernières minutes, les terroriser et certains retournaient à l'arrière, ils ne voulaient plus marcher, que j'ai décidé d'appliquer photo numéro 2 et photo numéro 3, s'il vous plaît. Ça, c'était comme j'étais habillé pendant 20 jours à peu près. Ça, c'était un des jeunes qui était autorisé à partir, mais il était malade et blessé. Et comme lui, milliers arrivaient. C'est comme photo, s'il vous plaît. 3e peut-être. Voilà. Ça, c'était quand, sur les camps, on prenait les enfants, les dames, et on les amenait d'un côté à l'autre pour pouvoir, moins, les placer dans les camps de réfugiés parce que les gens qui arrivaient étaient en continuation qui arrivaient. Alors, pour retourner au tireur qui faisait ça, j'ai décidé, habillé comme j'étais avant, vous l'avez vu, bleu, toujours avec les chapeaux bleus, les gilets bleus, comme ça qu'ils voyaient les messieurs bleus, donc l'ONU, et si on les tire, c'était mon espoir, il y aura un scandale international, donc peut-être ils ne vont pas les faire. Et j'ai décidé, quand je voyais la ligne des gens qui commençaient à arriver, loin, on commençait, et tout seul, comme ça qu'il ne semblait pas une invasion, marcher vers eux, et puis d'un coup, ouvrir les bras, comme ça. Et eux, ils étaient en train de marcher. Les premiers qui marchaient regardaient en avant, et puis ils trouvaient étrange que cette fou qui était là en m'aidant, mais les tireurs ne tiraient pas, et j'attendais jusqu'à quand les premiers arrivaient, et puis je l'embrassais, fort. Et souvent, ils parlaient allemand, parce que beaucoup d'eux avaient étudié ou travaillé surtout en Allemagne. Je disais, tu as encore 400 mètres, pas beaucoup, tu as presque, c'est presque done. Viens avec moi, je marche avec toi, on va aller. Les autres de la queue voyaient ça, sentaient qu'il y avait quelque chose qui les accompagnait, et lentement, on arrivait finalement au but. Et les tireurs ne tiraient pas. C'était trop peut-être pour eux. Les jours passent, je pense avoir embrassé des centaines de chefs, disons, arrivés, jusqu'à quand, un soir, très tard, c'était la fin de la journée, avec les jumelles, on voit loin, sur de l'écho, et on voit 2 personnes. Un vieux, très vieux monsieur, très bien habillé comme sont les fermiers quand ils vont à l'église. Les meilleurs habits qu'il avait, peut-être le seul habit qu'on lui avait permis de prendre, c'est celle qu'il voulait voir, des lunettes très fortes, un bâton, même une chaîne en métal, et il marchait avec un petit sac. Et derrière lui, une dame très digne qui marchait, vieille comme lui, qui portait un autre sac, plus grand. Et
Et il était là, et à un certain moment, quand je les vois, je commence à courir. Parce que cette fois-ci, c'était vraiment, j'avais peur vraiment qu'on lui fasse ça. Et au lieu de marcher, je cours et j'arrive beaucoup plus proche d'eux et je l'embrasse. Elle commence à pleurer. Elle me dit en allemand, je suis un homme inutile. Je suis un homme inutile parce que mes 2 fils, on les retenus. Ils ont retenu mes neveux, mais moi, je ne compte plus rien. On m'a dit de partir et je voulais être avec eux. Je l'accompagne avec sa femme. Il n'était pas en bonne santé. Ils vont dans un autre camp, les 2 séparés, parce qu'un spécialisé dans la médecine. Et la chose s'arrête là. 9 jours après, à cause des bombardements qui étaient de l'OTAN et le fait que tout ça ne tenait pas le coup et que le mouvement massif qui était poussé vers l'Europe de ces réfugiés n'a pas eu l'effet de faire trembler les pays européens en disant non, arrêtez-vous et tout ça, donc la pression n'était pas efficace. Tout d'un coup, les milices de Milosevic annoncent qu'ils arrêtent. Ils quittent le Kosovo. Et tout d'un coup, les bruits dans tous les camps étaient « on peut retourner ». Nous, on avait préparé évidemment des camions et tout ça pour un retour logique. Non, pas du tout. Rappelez-vous, les réfugiés n'ont aucune envie de rester à l'étranger. Si leur pays, et on parlera de ça peut-être en Syrie, si leur vie est rassurée, s'ils savent que c'est possible, ils rentrent tout seuls. On n'a pas besoin de les pousser. Donc, ils commencent tous à bouger pour partir. Mais, notez bien, qui était le premier village qui a pu rentrer pour premier? Le village du vieux monsieur. Et pourquoi? Mais parce que le vieux monsieur, oui, il pensait d'être inutile, mais il avait la mémoire dans sa tête. Elle est mariée à lui. Lui est de ce village. Elle est la fille de lui. Et dans tous les camps, les 4 camps, il a pu reprendre tous les membres du premier village unis. Et fièrement assis dans les camions, il était les premiers assis quand ils sont rentrés dans leur pays. Leçon, on peut faire beaucoup de choses pour aider les gens dans les zones de guerre. Et une de mes priorités était toujours, on ne peut pas arrêter les guerres, mais on peut vraiment réduire leur souffrance, on peut les aider, et il ne faut jamais oublier que ce sont les civils, la population qui compte, et pas ceux qui gagnent, qui perdent. Tout ça, l'histoire va s'en occuper peut-être, et souvent c'était le cas. On peut lui donner des couvertures, du lait, mais une chose qu'il ne faut jamais oublier de lui donner, ou de ne pas lui enlever, la dignité. Ça, c'est les 2 leçons, chers amis, que j'ai prises grâce à 2 grandes personnes, une sainte et un vieux monsieur. Merci. Alors, Monsieur Stéphane de Mistura, pour vous permettre de souffler quelque peu, je vous parlerai bien, non pas de POTUS, dont vous avez parlé tout à l'heure, mais de FLOTUS, la First Lady of the United States of America, en évoquant un de vos illustres prédécesseurs qui est passé ici, Barack Obama. Mais on aura le temps d'en parler par la suite. On va revenir peut-être à la Syrie. Votre mission est terminée. Mais la mission de l'ONU n'est pas terminée. Et donc, il y a énormément de questions qui se posent à votre successeur. Peut-être que vous avez maintenant une liberté de parole qui vous permettrait de, sans jouer à Nostradamus, mais de prédire ou d'avoir quelques pronostics par rapport à une certaine prospective face à cette tragédie. Alors, quelques questions. Est-ce que finalement la guerre est terminée ? Il y a une dernière poche de résistance. Pour ceux qui connaissent bien le dossier, c'est à Idlib. Est-ce qu'on doit considérer que finalement le régime sort vainqueur de ce long conflit ? Est-ce qu'on doit considérer que, après la chute d'Alep en 2016,
les 3 États actifs dans un processus qu'on va appeler le processus d'Astana, la Russie, la Turquie, l'Iran, sont les États qui détiennent la clé de l'avenir de la Syrie? Ou bien est-ce que nous pourrions considérer que notre Union européenne a encore un rôle à jouer? Finalement, par sa puissance structurelle, économique, elle est peut-être la seule à même à pouvoir fournir l'aide indispensable à la reconstruction. Mais est-ce que cette aide pourrait être conditionnée? Est-ce qu'il y a moyen de faire miroiter cette aide tout en influençant le processus de recomposition et d'ouverture politique à Damas? En un mot, est-ce qu'on doit redonner toutes les clés de la Syrie à Assad? Et finalement, pour faire court, comment voyez-vous l'avenir de la Syrie et de l'action internationale à son égard? Qui de vous était en Syrie? Levez la main, s'il vous plaît. Vous avez eu une belle chance, chers amis. Quel beau pays, quelle histoire, quelle mosaïque incroyable des cultures, des religions, des gens doux, des gens gentils, accueillants, des villes comme Alep, comme Damas. L'histoire d'Alep est incroyable avec tous ces mélanges des religions et tout ça. Bon, 60% de tout ça que vous avez peut-être vu, except Damas, qui était contrôlé par le gouvernement, et donc elle n'était pas bombardée par des frappes aériennes, et elle est très dommagée, si pas détruite. On pense à 300 milliards de dollars de coûts pour pouvoir reconstruire la Syrie. Alors, je vous pose une question, je me pose une question. C'est vrai, la Turquie, l'Iran et la Russie ont beaucoup à dire sur le futur de la guerre en Syrie, pour la simple raison qu'ils ont des forces militaires actives sur la place. Ils ne sont pas les seuls. Les Américains ont une petite force, mais assez dynamique. Les Israéliens sont là du ciel et interviennent assez activement. Et Assad a quand même son armée encore pas intacte, assez affaiblie, mais présente. Mais est-ce que la Turquie, l'Iran et la Russie ont l'argent pour reconstruire ce qui a été bombardé et détruit en bonne partie par M. Assad et son armée? La réponse est non. Vous le savez, nous le savons, ils le savent. Donc, c'est vrai, M. Assad et le gouvernement syrien ont très probablement, presque sûrement à ce point-là, gagné la guerre territorialement, territoire. Aidé surtout par une très efficace intervention russe et iranienne, et moins efficace de l'autre côté. Et puis les divisions entre l'opposition. Mais est-ce qu'il va gagner la paix? C'est ça qui compte. Gagner la paix, ça veut dire inclure ceux qui sont exclus, qui est la majorité, parce que les sunnites est la majorité en Syrie, les chiites des alaouites, c'est 10%. Et pour faire ça, il faut faire des concessions. C'est que moi-même et mon successeur est en train de demander un comité constitutionnel pour une constitution plus démocratique et des élections. Il ne veut pas? À ce point-là, ça m'étonnerait de ce que j'entends de l'Europe. Pour quelle raison on puisse convaincre les gens qui payent les taxes en Belgique, en France, en Angleterre, en Italie, de payer la reconstruction d'un pays quand il était détruit par les mêmes gouvernements, sans aucune concession, et donc la probabilité qu'il y aura une autre révolution, et en tout cas, peut-être une autre Al-Qaïda. Conclusion, la vraie règle du jeu ici est « if you break it, you own it ». Vous vous souvenez, si vous le cassez, c'est à vous. « If you win it, you own it ». Si vous gagnez la guerre, c'est à vous. À moins que on peut tous aider parce qu'on veut que les réfugiés rentrent. On veut que la stabilité soit là, qu'il n'y a pas une autre Al-Qaïda, mais il faut faire des concessions. Donc, gagner la guerre, oui, probable et prochainement, même si Idlib est un cas difficile,
dur, et ça ne va pas être une promenade, au contraire, risque d'être douloureux. Mais la paix, seulement si les Russes vont avoir la force et l'intelligence qu'ils ont de convaincre M. Assad que s'il gagne la guerre grâce à eux, pour gagner la paix, il faut faire des concessions, comme ça que le reste du monde pourrait aider les Syriens à retrouver quelque chose qui était perdu. Merci. Alors, avant de nous aventurer sur un autre terrain difficile, l'Afghanistan, donc la petite respiration, le public a pu expérimenter vos qualités de conteur par rapport à vos propres expériences, mais dans l'immense carrière que vous avez eue, 47 ans, un certain nombre de missions, vous avez pu rencontrer des personnages particuliers. Et justement, celui dont on parlait tout à l'heure, le président Obama. Oui. Vous avez rencontré le président Obama. Il semblerait que vous ayez quelques impressions particulières en négociant avec lui. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots ? Négocier avec lui, c'est un gros mot, franchement, parce qu'on avait une conversation, j'ai lancé des messages, lui m'a lancé des messages, mais en effet, vous avez raison, on négocie toujours, on négocie avec sa femme, avec soi-même, donc figurez-vous, si dans une conversation avec le président, vous ne le faites pas. Mais, disons, la première fois, c'était quand on s'est rencontrés à la Maison-Blanche, et lui a démontré un sens de l'humour que j'ai au commencement raté. Dans la politique, il faut prendre les choses sérieusement, mais jamais trop sérieusement, autrement c'est grave. Et lui, il semblait avoir cette capacité. Il me dit, Monsieur de Mistura, vous savez, vous et moi, on a un problème en commun. Il dit, bon, je ne savais pas. Oui, parce que moi, il venait d'être élu, moi et vous, nos familles pensent qu'on est complètement fou d'avoir accepté ce nouveau boulot. C'est-à-dire lui d'être président et moi d'avoir accepté d'être envoyé spécial en Irak. Seconde occasion, encore plus fin de sa part, il m'a dit, alors on compte sur vous, monsieur de Mistura. J'ai dit, monsieur le président, si vous voulez que je dise, quand je serai en Irak, que vous avez toujours raison et que l'Amérique a raison, vous devez me faire le faveur de trouver un envoyé spécial américain. Parce que mon devoir est d'être neutral et d'être critique quand c'est nécessaire. Et si j'étais vous, je serais content de ça. Parce que vous voyez, si je suis critique de l'Amérique quand c'est nécessaire, quand je serai en train de dire qu'il a raison, ils vont me croire. Et ma crédibilité s'était augmentée. Je m'attendais à une réaction moins contente que ça. Ils me disent, écoutez, vous savez quoi? Vous avez raison. Et moi, j'ai fait la même chose avec les républicains. Donc vous nous avez rappelé lors de votre récit qu'à l'ONU, on est parfois naïf, mais on n'est pas stupide. Alors, c'est intéressant parce que par rapport à ce qui va se passer, ce qui pourrait se passer en Afghanistan. Alors bien sûr, c'est aussi une terre tragique, l'Afghanistan, puisque finalement le pays est en crise depuis quasiment 40 ans. Invasion soviétique, zone de guerre tribale, chancre terroriste, régime liberticide des talibans, le cortège est dramatique. Mais il semblerait, pour ceux qui suivent la politique internationale, qu'un accord patronné par l'administration américaine actuelle pourrait, on est prudent, voir le jour dans un proche avenir, dans les 2 mois. Et donc cet accord, comme tout accord, on négocie avec l'ennemi, donc on a négocié avec les talibans. Alors c'est là de savoir, est-ce qu'on est naïf ou est-ce qu'on est stupide de le faire? Mais surtout, comment s'assurer que finalement cet accord ne soit pas le prélude à un retour au pouvoir des talibans et une remise en cause notamment du statut des femmes afghanes qui ont déjà été durement éprouvées. Et toute l'action internationale qui a été déployée depuis 2001 était de restaurer une place pour les femmes afghanes. Est-ce que... Oui, ça fonctionne pour le moment. Et vous savez, la politique internationale, mais vous le savez très bien, mais il faut toujours se rappeler ça, est fortement influencée par la politique interne, c'est-à-dire everything internal. Président Trump a une grande qualité, celle d'insister sur les promesses
vous êtes d'accord ou pas, qu'il a fait. Et une des promesses qu'il a fait à son public, à son électorat, est de retirer les soldats américains dans les guerres inutiles, longues, prolongées, qui ne servent à rien et qui ne produisent pas de résultats. Donc, les messages qu'il a donnés à son envoyé en Afghanistan est clair. Très bien. Les messages sont clairs et ils disent il faut sortir. L'accord, il y aura lieu. Je suis prêt à parier avec vous une petite bouteille de champagne, si vous voulez, que l'accord sera annoncé. Et ça sera annoncé bien avant les élections américaines. Mais l'accord, probablement, va simplement demander aux talibans de ne pas permettre à Al-Qaïda de faire l'horreur qu'ils ont fait dans le passé, attaquer, c'est-à-dire être là. Ce n'est pas une grande concession, honnêtement, parce que Al-Qaïda et talibans sont compétiteurs dans les mêmes marchés, si vous voulez. Donc, ils se détestent. Donc, la concession qu'on lui demande est quand même assez marginale. Et en échange, je crains, j'espère que je me trompe, mais le fait qu'on ne sait aucun détail de cet accord me laisse très préoccupé, que l'accord va simplement dire le reste, on les laisse à votre culture. Culture, oui, on les respecte, il faut les respecter d'ailleurs. Mais 18 ans, les femmes afghanes ont découvert de devenir professeurs, avocats, militaires, juges, ambassadeurs, aller à l'école, avoir un travail, aller bien au-delà de l'école élémentaire et apprendre à écrire et même pas ça. Retourner à l'arrière, pour moi, serait horrible. C'est la raison pour laquelle on est en train de se mobiliser tous. Et ici, en Belgique, on a une NGO, ONG internationale, MMM, vous la connaissez peut-être, parce qu'elle est quand même belge et très active, c'est Make Mothers Matter. Avec eux, avec l'Union européenne avec laquelle on a commencé à discuter, avec London School of Economics, mais surtout avec les femmes afghanes, on est en train de penser justement de lancer une campagne. Et la campagne serait quelque chose comme ça. C'est une femme afghane qui nous a pris ça. Levez votre plume. Vous avez les Kalachnikov, nous, les femmes afghanes, on ne va pas lâcher les plumes. Ça est pour moi une priorité pour les prochains 6 mois. Ça serait horrible de savoir que soldats sont morts. J'ai perdu 6 collègues de moi en Afghanistan. J'étais là avec Geneviève, c'était inoubliable l'horreur. Mais on était là aussi, pas seulement pour Bin Laden, parce qu'on était outragés par le fait que les femmes afghanes n'avaient pas la chance, au moins avec les talibans, d'enlever le burqa et de commencer à écrire et étudier. Conclusion, je suis préoccupé et j'espère que tout ça, grâce aux femmes afghanes, va éviter que l'accord soit simplement on s'en va, bonne chance. Alors, mais le sujet des talibans nous amène à cette question du choc culturel, finalement, qu'on peut coupler aussi avec les différences ethnoculturelles et ethno-religieuses sur une scène géopolitique. Alors, on le sait, et dans cette salle, tout le monde voyage, finalement, la rencontre de l'autre fait saillir des différences. Il suffit de se balader à Riyad, à Pékin, puis à New Delhi, on revient à Paris, on va à Los Angeles. C'est évident qu'il y a des différences culturelles. C'est tout à fait intéressant, généralement, de discuter de ces différences, de faire des rencontres qui mettent en exergue ces différences, et généralement, cela peut être fructueux, mais un choc culturel peut aussi être tragique. Alors, première question, le diplomate, et ce que vous nous avez raconté le prouve, doit connaître la culture de l'autre pour savoir, d'une certaine manière, comment négocier, comment ne pas connaître d'impair. Mais la question est plus large. Le fait qu'on soit choqué d'un point de vue culturel n'est pas, je dirais, anormal. Petite anecdote, je recevais
2 étudiantes chinoises à Louvain-la-Neuve. Elles sont arrivées un peu en retard. Elles ont eu le malheur d'arriver lors de la semaine des 24 heures de Louvain-la-Neuve. Elles sont arrivées au moment des 24 heures de Louvain-la-Neuve. Elles étaient paniquées. Le lendemain, elles m'ont demandé « Est-ce que c'est tous les jours comme ça ?» Donc, elles étaient choquées de cette culture un peu festive et bibitive à ce moment-là. Donc, je les ai rassurées. Mais donc ça, c'est pour l'anecdote. Mais à côté de cela, des chocs culturels, parfois, se transforment en malentendus et en affrontements géopolitiques. Alors, à côté de cela, et ceux qui ont théorisé le choc des cultures ou des civilisations ont dit qu'il y avait souvent une dimension religieuse, voire ethno-religieuse dans un conflit. Alors, bien sûr, il y a des conflits territoriaux qui ont une dimension religieuse. Au Proche-Orient, la terre est 3 fois sainte, on le sait. Mais si on inverse la logique, la religion peut aussi être un vecteur propagateur de paix, d'apaisement des tensions. Il peut y avoir l'entremise d'une diplomatie vaticane pour réconcilier Cuba et les États-Unis. Il peut y avoir des initiatives privées comme Sant'Egidio, qui fonctionne merveilleusement au Mozambique et au Guatemala, qui n'ont pas fonctionné en Algérie ou ailleurs, mais au moins il y a eu des succès partiels. Un terrain que vous connaissez bien, l'ex-Yougoslavie aussi, en Bosnie. Il y a maintenant, on sait que la paix, ce n'est pas uniquement l'absence de guerre. Il y a une absence de guerre. Mais il n'y a pas encore un tissu véritablement reconstruit entre toutes les entités bosniaques. Et il y a des initiatives des leaders religieux des 3 grandes communautés pour tenter d'apaiser les tensions quand elles arrivent. Donc voilà un troisième terrain et une troisième initiative. Donc la question, après l'éventuel scénario géopolitique, le choc des cultures qui se transforme en scénario géopolitique, la question serait la suivante. D'après votre expérience, quel pourrait être le rôle des leaders religieux dans la promotion de la paix? Tandis que la question était élaborée et très efficace, ma question sera très courte. Parce que les professeurs ont touché vraiment beaucoup de points que j'aurais moi-même répondu. Et laissez-moi simplement dire 2 choses. Primo, cette idée de regime change, changer un gouvernement comme les Américains, ils l'admettent ça maintenant, en Irak ou en Afghanistan ou en Libye, ce n'était pas seulement les Américains, les Français de l'époque, et quelque chose de très délicat, dangereux et compliqué. Et le moins qu'on peut faire, c'est de faire son homework, travailler avant, comprendre quelle est la culture, qu'est-ce qui va se passer après, des exit strategies. Ça, c'était quelque chose d'essentiel avant qu'on rentre dans le syndrome « you break it, you own it ». L'aspect religieux, j'aimerais seulement vous dire une chose. On a besoin, croyez-moi, d'une Westphalia en Moyen-Orient. En Europe, on a eu une terrible guerre dans les années 1618-48, la guerre des 30 ans. C'était horrible, vous savez très bien, c'était entre catholiques et chrétiens, mais évidemment, c'était entre puissance et puissance. Même histoire au Moyen-Orient. Shia, Sunni, Iran, Arabie Saoudite. S'il y avait un Westphalia, et le temps doit arriver à ça, entre les 2 pays, au moins pour avoir des règles du jeu, au Yémen, au Liban, en Irak, en Syrie, tout sera beaucoup plus facile. Et nous, on sera moins obligés de se mêler dans des crises causées par ce type de compétition. Je m'arrête là parce que votre question était quand même exhaustive. Bien, donc nous attendons un nouveau traité de Westphalie pour le Proche-Orient, par exemple. Alors, si on se place encore un peu plus haut, dans l'ensemble de la configuration des relations internationales, on constate, ces 10 dernières années, que finalement, beaucoup de dirigeants préfèrent le bilatéralisme, un bilatéralisme musclé, qui s'incarne dans des dirigeants réalistes, Poutine, Erdogan, Trump, Al-Sisi par exemple. Et sur les différents terrains, la Syrie, le Yémen, la Libye, finalement ces dirigeants trouvent plus pratique une sorte de bilatéralisme sélectif
où les intérêts bien compris s'échangent en quelque sorte, contrairement à ce qui est davantage prôné par les Européens, c'est-à-dire un multilatéralisme qui, lui, serait paré du sceau d'une forme de légitimité. Alors, comment faire face à cette réalité ? Vous avez toute votre vie, à part l'épisode ministériel, travaillé au service de l'ONU. Donc comment redonner de la force au multilatéralisme de l'ONU ? Comment restaurer une forme d'unité et on ouvre les guillemets, de la communauté internationale ? On ne peut pas nier, nous sommes dans une période pas bonne pour le multilatéralisme, et c'est un understatement. Might is right, c'est la philosophie actuelle. Beaucoup des présidents, des hommes d'État sont rentrés dans la mentalité qu'utiliser la force économique, militaire, et puis on appelle l'ONU pour faire la photo finale de la conférence. Mais on gagne la guerre avant, ou on met des sanctions avant. Cette attitude est pour le moment prévalente, il faut l'admettre. Et la question est, mais est-ce que ça est capable à résoudre des problèmes comme les problèmes climatiques, comme les épidémies qui deviennent globales ou potentiellement pourront devenir globales, ou la pauvreté, ou la paix soutenable, pas seulement gagner une guerre, mais la paix soutenable. Croyez-moi, la preuve c'est qu'on les voit, aucun pays, les plus puissants au monde, peut affronter ça. Sooner or later, on va retourner à ça. Pour le moment, ce n'est pas un bon moment, j'admets. Alors, encore une petite respiration pour une question plus personnelle, et puis on reviendra à la scène internationale. Une question que je me pose, et peut-être que certaines personnes se sont posées aussi en vous entendant. 47 ans de service, plus d'une vingtaine de missions. Avez-vous douté parfois ? Finalement, quelle est la force qui vous anime, Monsieur le ministre ? Est-ce que vous avez eu peur, parfois ? La mort rôdait autour de vous, on l'a rappelé, c'était à Mazar-e-Sharif, si je me souviens bien, en Afghanistan, que vos collaborateurs se sont fait assassiner. Et donc, quelle est cette force qui vous a permis, finalement, d'assumer ces tâches, je l'ai dit tout à l'heure, considérées par d'aucuns comme des tâches relevant d'un des métiers les plus difficiles au monde. Ça, c'est la première question un peu plus personnelle. Je vous propose d'y répondre. J'en ai une deuxième par rapport à votre sortie de charge après. J'ai étudié chez les jésuites. On est dans les grandes conférences catholiques, donc permettez-moi de rappeler quand même l'identité que je suis fier d'avoir, mais que, évidemment, on est global, international, ouvert, cosmopolite, mais quand même, on a ses origines. Les jésuites m'ont appris de beaucoup de choses, mais une des choses qui m'a beaucoup frappé était la parable des talents. Chacun de nous, chacun de vous, chacun de nous a reçu quelque chose, beaucoup, du bon Dieu, de sa société, de ses parents, de l'État où on est. Il faut redonner ça comment on peut, où on peut. Moi, j'ai choisi avec mon travail, mais les médecins font, les pompiers, voilà, les pompiers font plus que nous. Chaque jour, ils vont arrêter un feu, ils risquent la vie tout le temps. Mais même si ils font d'autres travaux, on peut aider et participer. Ça, c'était la motivation. La seconde motivation est celle de l'enfant que je vous ai raconté en Chypre, l'outrage. Un outrage sain, j'admets, parce que je mets le contrôle, mais il est là. C'est comme un feu qui m'aide à dire non, j'accepte pas, il faut faire quelque chose, on ne peut pas simplement pleurer et demander. Et troisième, dernier point, le plus important, les yeux des victimes, des gens qui se trouvent en Liban, en Syrie, en Afghanistan, en Irak, à Sarajevo, à Dubrovnik, en Somalie. Une personne en particulier, je me rappelle, une dame, une femme qui était mère de 9 enfants.
les maris étaient morts, bombardés par un de ces fameux bombardements sans aucune discrimination dans les villages où ils avaient, parce qu'il y avait des combattants, mais eux, ils n'étaient pas des combattants. 9 enfants. Elle était dans une tente au Liban, entre les réfugiés. Et j'avais, à ce point-là, obtenu avec John Kerry et Lavrov une trêve. Et elle m'approche et me dit, « Monsieur de Mistura, j'ai décidé de prendre cette tente et amener mes 9 enfants sur les ruines de ma maison dans le village Oé, parce que j'ai entendu qu'il y a la trêve. Et moi, je crois dans mon pays. » J'étais époustouflé dans le courage, la détermination, une femme seule en plus, de faire ça. Comment je pouvais trahir, comment je pouvais être moins fort qu'elle, plus faible qu'elle, avoir moins d'espoir dans son pays. C'est ces types de réactions qui m'ont aidé au fur et à mesure d'aller en avance. Pardon. Non. Qui n'a pas peur dans des zones de guerre et peut-être quelqu'un qui a seulement vu des films américains, surtout, qui sont souvent assez héroïques. La guerre est horrible, croyez-moi. J'en ai vu 21 au moins des cas. La guerre fait sortir les pires chez les hommes, surtout les hommes. Ça fait sortir les plus grandes faiblesses, mais aussi des très beaux gestes. Et la guerre veut dire mort, blessé, pleurer, et surtout des traumes psychologiques. Donc, dire qu'on n'a pas peur, c'est un mensonge. Et dangereux en plus, parce que qui n'a pas peur veut dire qu'il est inconscient. Surtout s'il commande, ou il dirige, ou il est responsable, comme était mon cas, des 1200 gens beaucoup plus jeunes que moi, qui étaient volontaires d'être en Afghanistan, en Irak, pour la même cause. Donc, j'avais peur, mais courageusement, parce qu'il ne faut pas les montrer, pour pouvoir maintenir la calme. Donc la réponse est oui, j'ai eu peur, mais courageusement. Alors maintenant, vous êtes sorti de charge, ce qui nous donne le plaisir de vous entendre. Vous n'avez plus peur, j'imagine, mais question, finalement, vous étiez à la fois une cible et un homme de pouvoir. En tout cas, vous aviez une parcelle du pouvoir international avec les missions qui vous étaient confiées. Quelle impression cela vous fait-il de ne plus vous déplacer avec vos gardes du corps et de ne plus avoir finalement non plus certains attributs du pouvoir? Finalement, c'est une vie très différente juste après. Comment vivez-vous cela? J'étais à l'aéroport de Bagdad, qui n'était pas un aéroport, c'était pendant les pires moments des tensions et des conflits là-bas, dans la zone rouge où on habitait dans un bunker. L'aéroport était une petite maison, évidemment protégée des ciments, et gérée par les Américains, les militaires américains. On attendait là que l'hélicoptère pouvait nous amener à Bagdad, pardon, en volant avec les vols tactiques pour éviter les tirs des gens qui étaient sur la route. On avait les paraballes, tout ça. Enfin, c'était un aéroport spécial. Mais j'étais assis avec quelqu'un que j'ai beaucoup aimé, un monsieur qui s'appelle Colin Powell. Il était général de l'armée, il était ministre des Affaires étrangères, il était quelqu'un qui a eu une énorme influence. Et les militaires, quand ils arrivent au top, deviennent très autoritaires, notamment parce qu'on n'a pas 1000 hommes, mais milliers et milliers à leur disposition. Et il y avait la photo dans l'aéroport, c'était un aéroport américain à l'époque, des présidents de l'Amérique et Colin Powell. Et j'ai dit à Colin, on était assis comme ça, comme vous et moi, professeur, maintenant, Colin, you should be proud to have your photo there. Et lui, il me regarde, il me dit, tu sais, Stéphane, mon père m'a appris que si tu attaches ton ego à ton statut, une fois que ton statut est parti, ton ego est disparu aussi. Moi, j'ai attaché bon parti de mon ego maintenant à la reconstruction future
quand j'aurai laissé cette tâche, et c'est inévitable, à reconstruire en petits morceaux des vieux Volvo Amazon. C'est ma passion. Et avec ça, je ne vais pas me sentir abandonné et seul, parce que tout ça vient et passe. Moi, je pense d'avoir senti ça. J'adore aller en vélo à Bruxelles. C'est la première fois, sans paraballe, sans garde du corps. J'adore pouvoir aller aux universités à Paris, à Sciences Po et chez vous, à essayer de transférer aux jeunes ce que j'ai appris, comme ça qu'ils puissent partir un petit peu en avance. C'est une belle sensation. Et donc, je ne sens pas du tout cette manque et je ne pense pas que je vais la sentir. Très bien. Il y a encore un terrain sur lequel nous ne sommes pas allés, on l'a évoqué brièvement, le Liban. Et ça nous permet d'aborder la problématique des réfugiés. On le sait finalement par rapport à l'ampleur de sa population, les réfugiés au Liban représentent un très très haut pourcentage qui est du même ordre que ceux dont vous parliez tout à l'heure par rapport au Kosovo, quand les pays limitrophes ont accueilli à un moment donné pratiquement 10-15% finalement de l'équivalent de leur population en termes de réfugiés. La différence, c'est qu'au Kosovo, finalement, après la guerre, il y a eu rapidement un retour des réfugiés. Pour un pays comme le Liban, que vous connaissez bien, qui a été déstabilisé par une guerre, qui connaît un affrontement, je dirais, avec un affrontement larvé, même s'il n'y a plus de guerre, mais il y a quand même encore 17 communautés, quel est l'avenir d'un tel pays qui, en plus, a, comme on le sait, des réfugiés qui datent de 1948, qui sont les réfugiés palestiniens? J'aime beaucoup le Liban. J'ai passé 5 ans là-bas. Et pour les questions de la frontière, que vous savez, il y a la ligne bleue, là, pas la ligne verte comme à Chypre, la ligne bleue où il y a plus que 6 000, 8 000 maintenant soldats de l'ONU qui divisent le Liban, d'Israël et la Syrie. Le peuple libanais est un peuple fantastique, plein de créativité, parle tous 4 langues, ils connaissent les meilleurs restaurants d'Europe, ils ont au moins 3 passeports chacun et ils ont une capacité de culture et d'affaires phéniciens remarquable. Je ne me fais aucun souci sur leur capacité de pouvoir sortir des crises. Ayant dit ça, c'est vrai, le moment n'est pas facile. Actuellement en particulier, parce que beaucoup d'eux commencent à être fatigués d'un système qui semble être trop, à leurs yeux, corrompu quand même. Et surtout, un pays comme le Liban, qui a 1 million de réfugiés syriens, serait l'équivalent, pensez seulement un instant, à 100 millions de réfugiés aux États-Unis. C'est l'équivalent. Parce que la population n'est pas plus que 3 millions en Liban. Conclusion, il faut être préoccupé et solidaire, mais je vais vous raconter une blague, parce que c'est toujours bien terminé avec une blague, peut-être. Et 2, parce qu'en diplomatie, les blagues comptent beaucoup. Ça sert à couper la tension. Les Russes sont excellents, hein? Et avec une vodka et une blague, ils essayent de vous amener à écouter ce qu'ils ont dans leur tête. Donc, la contradiction à la vodka, je vous assure, c'est 2 petites cuillères d'huile d'olive italien ou français qui aident à éviter ça. La blague est la suivante. J'ai aucune confirmation de ça, mais il paraît que quand le bon Dieu a créé le Liban, et l'archange Gabriel lui a dit, j'ai aucune confirmation, je répète, mais c'est un bruit, et mais bon Dieu, mais c'est pas possible. Vous avez donné à ce pays des forêts incroyables. Il y avait plein de forêts avant que les Romains l'utilisent pour leur flotte. Une mer propre, beau, c'était très propre et beau. Plein de rivières, des gens brillantissimes, des femmes fascinantes. Et en plus, un climat merveilleux. Mais pensez au Yémen, à l'Afghanistan, pensez à d'autres pays où vous avez été pas si généreux. Et selon la théorie,
Il paraît que le bon Dieu a dit « Attendez, cher archange Gabriel, attendez à voir les voisins que j'ai placés à côté du Liban. » Alors, monsieur le ministre, je l'avais réservé au cas où nous avions un peu de temps, mais on a un peu de temps. Vous avez été appelé dans un gouvernement d'experts. L'idée, très italienne par rapport à une nécessité, je dirais, économique, vous a donné une certaine expérience. Est-ce que vous pensez que ce type d'expérience est transposable dans un pays que vous connaissez bien, qui est celui de votre femme? Voilà. J'étais à Kaboul avec Geneviève quand arrive l'appel du président Napolitano qui me pose la question, écoutez, nous on a une crise grave. L'Italie a vraiment une crise aussi de crédibilité et tout ça. On a décidé de faire l'expériment du gouvernement technique. Est-ce que je peux demander au secrétaire général de vous en prêter? J'appelle évidemment aussi les Premier ministre suédois, parce que je suis aussi suédois. Il me dit, nous, on n'a pas de problème, on n'a pas de problème de crise, donc on est ravis que vous aidez votre pays paternel. Et le Premier ministre était Monti, qui est quelqu'un, comme vous pouvez imaginer, que j'admire et respecte énormément. Donc la réponse était oui. Et j'avais peur de devoir m'occuper surtout de vendre des voitures ou de faire des négociations dures et pures et de peut-être les armes italiennes, je ne sais pas quoi. Tout à fait le contraire de ce que je voulais et j'avais fait toute ma vie. Et j'avais déjà mis en avant, je ne m'occupe pas de ces choses-là. Et en effet, j'ai pu m'occuper des droits de l'homme et des négociations internationales, évidemment avec l'ONU, que je connaissais bien, et surtout d'essayer de sauver de la prison 2 militaires italiens qui étaient arrêtés en Inde parce qu'accusés d'avoir tiré sur 3 pêcheurs dans la mer Indienne. Et ça m'a pris 19 voyages. Donc, tout mon travail était là. Et d'ailleurs, le gouvernement Monti est en partie tombé à cause de cette crise. Mais le principe était, et je suis sûr que vous le comprenez, mon père était militaire aussi, on laisse jamais les militaires derrière. S'ils ont fait une erreur ou pas, c'est les drapeaux. Et le drapeau est représenté par des gens qui sont rentrés dans l'armée pour défendre certains principes. Et nous, on ne les lâche pas. Et en effet, les 2 Italiens sont en Italie. Alors, tournons-nous vers l'avenir. Comme c'est assez occulté, je ne vois pas toute la salle, mais j'imagine qu'il y a des jeunes et que dans les jeunes, il y en a qui aspirent à la carrière diplomatique. En Belgique, il y a une grande campagne de recrutement qui a été lancée dès le 27 janvier pour dire qu'il y a encore des places à occuper puisqu'il y a des transferts de génération qui font que dans la carrière diplomatique, beaucoup d'anciens vont partir à la retraite. Quels seraient les conseils, pas spécialement pour réussir le concours, ça on peut s'en charger, mais les conseils par rapport au métier de diplomate que vous donneriez à un jeune qui voudrait se lancer dans la carrière, que ce soit diplomate bilatéral, multilatéral ou fonctionnaire international en charge de missions similaires à celles que vous avez exercées à l'ONU? Je dirais avant tout qu'on a besoin des jeunes, femmes et hommes, dans la diplomatie, dans les organisations internationales, et parce qu'on a besoin des gens qui croient à ça. 2, que pour faire ce métier, l'un ou l'autre, évidemment, les langues comptent, et surtout si on peut apprendre une langue étrange, quelque chose qui ne soit pas français, anglais, espagnol, mais arabe, farsi, même chinois, russe, des langues qu'on ne connaît pas régulièrement, on n'utilise pas, parce que ces pays, on a besoin d'avoir un rapport avec eux, et le rapport humain en diplomatie est très important.
John Kerry et Lavrov avaient une entente. La chemistry compte. Et la chemistry, on ne le fait pas par email. On le fait avec un dîner, avec un café, en se regardant dans les yeux. Les meilleures négociations, d'ailleurs, sont comme ça. Et dernier point, il faut être prêt quand même à faire des sacrifices. Il y aura des délusions, des frustrations, des moments dans lesquels on se pose la question, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire? Et là, il faut les voir un petit peu comme une mission. Et vraiment, le dernier point, apprendre à se mettre à la place de l'autre. On peut être pas d'accord, souvent on n'est pas. On peut être même mépriser les motivations de l'autre côté, mais essayer de se mettre à sa place. Si rien d'autre, pour mieux comprendre ses motivations et donc mieux argumenter. Voilà. Je voulais ajouter un point, si vous permettez. Oui. J'ai pensé, dans le contexte de l'ONU, à un certain moment, j'avais moi-même des doutes. Vous m'avez très gentiment posé la question. Il y a eu des moments où j'ai eu des doutes plusieurs fois. Mais c'est là où, un petit peu, cette idée du médecin m'a beaucoup aidé. Parce qu'il y a des moments dans lesquels on se demande, on ne peut pas arrêter une guerre. Les guerres sont faites par les hommes pour être gagnées. Malheureusement, c'est comme ça. Les médiateurs sont invités seulement quand les deux côtés sont bloqués, mais pas quand un ou l'autre pense d'avoir gagné. Donc, qu'est-ce qu'on fait alors? On démissionne? Moi, j'ai été tenté plusieurs fois. Et si vous démissionnez, 2 minutes après, la nouvelle est passée et vous avez laissé l'espace à la guerre à continuer. Et à ce point-là, non, on se rappelle, je voulais faire le médecin. Et qu'est-ce que fait le médecin? Il démissionne quand il y a Alzheimer ou un cancer qu'on ne peut pas traiter malheureusement? Non, il reste à l'hôpital. Il s'occupe des patients. Il essaie de lui donner quelque chose qui l'aide à ne pas souffrir tellement, à vivre un peu plus longtemps et surtout de l'espoir. Parce que demain, peut-être, il y aura les traitements. Cette mentalité médicale diplomatique est celle qui m'a aidé à éviter les frustrations les plus graves. Je m'arrête là. Pardon. Mais en votre nom à tous, il me reste à remercier M. Staffan de Mistura de sa présence. Dans les débats qui animent l'ONU, certains se demandent si l'ONU en fait trop ou si l'ONU n'en fait pas assez. Mais finalement, vous nous avez montré qu'il y a une chose qui est partagée dans le monde, il y a une universalité de la souffrance et qu'à partir du moment où on peut réduire quelque peu la souffrance, d'une certaine manière, le représentant de l'ONU a déjà rempli sa tâche. Merci beaucoup.